Aujourd'hui, à l'Humain derrière le changement, on rencontre, on fait connaissance et on découvre Caroline Voyer, qui est la directrice générale du Réseau des femmes en environnement et du Conseil québécois des événements éco-responsables. Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace OBNL. Espace OBNL est un endroit pour informer, rapprocher et inspirer les gestionnaires d'OBNL à travers la province. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre balado L'Humain derrière le changement. On va avoir la chance de rencontrer Caroline Voyer, la directrice générale du Réseau des femmes en environnement. Avant de commencer, deux, trois petites notes. La première, je vous invite à devenir membre ou liker, dépendamment de votre niveau de langage ou de votre francisation, notre chaîne YouTube. En même temps, petit pouce en haut si vous appréciez la vidéo et je vous invite aussi à commenter le tout dans le bas de la capsule. Je vous invite aussi à regarder nos autres contenus vidéo. Les balados vont être aussi diffusés en version purement audio. Et une dernière note avant de commencer, nous tenons à remercier le musée McCord qui nous reçoit aujourd'hui dans ce merveilleux bureau inspiré du chêne et du lambris ancien. Caroline, comment vas-tu? Ça va bien. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Plaisir de prendre le temps de vraiment faire ta découverte et de voir tout ce qui a pu te nourrir depuis que tu occupes ce poste-là et même avant. Normalement, on commence une entrevue comme ça, souvent avec des notes biographiques. Je vais mettre ça de côté. Parle-moi de toi. Explique-moi qui t'es et ce que vous faites chez vous dans l'organisation. Qui je suis? Bon, tu as déjà dit mon nom. Je suis d'abord maman. Donc, j'ai 3 grands-enfants qui sont ma priorité numéro 1. Puis tout de suite après, donc je suis vraiment directrice du Réseau des femmes en environnement depuis 16 ans. Donc, c'est un organisme qui me tient à cœur. Puis, est-ce que tu as créé l'organisme? Non, du tout. Il existe depuis 20 ans. 20 ans, OK. Donc, je suis arrivée assez tôt dans l'histoire de cet organisme-là. Et puis, ça me tient vraiment à cœur. Nos différents projets. Ça te tient occupé aussi? Ça me tient pas mal occupé, oui. Je peux dire que dans le fond, au réseau, là, on a nommé l'organisme principal qui est le Réseau des femmes en environnement, mais des fois, nos initiatives sont aussi très connues. Comme c'est Parle-moi d'elle, lesquelles? Oui, c'est ça. Le Conseil québécois des événements éco-responsables est assez connu, donc on intervient dans le milieu de l'événementiel pour encourager des pratiques plus responsables. On a aussi des projets comme... Duquel le gala Viva existe. Oui. Ceux qui sont dans l'événement grand public connaissent peut-être les Viva un peu plus que n'importe quoi d'autre aussi. Un concours qu'on organise depuis 8 ans, effectivement. On travaille aussi beaucoup en santé, donc tout le volet environnement et santé, les liens, comment notre santé est affectée par les chimiques dans notre quotidien. On a un projet en communication, donc excusez-moi, C3, Coalition Communication Citoyenne, c'est aussi un bébé du réseau. Okay. Artistes citoyens en tournée, tournage éco-responsable. En tout cas, on a beaucoup de projets. OK. Femme occupée. C'est une équipe de combien? Actuellement, on est 5 employés. Temps plein. Puis tu dois avoir du pigiste autour de ça un peu aussi. On a beaucoup de contractuels. On a des partenaires aussi en région. Avant, c'était notre équipe qui s'en allait à droite, à gauche, donner des formations, par exemple. Là, maintenant, on travaille avec des partenaires dans différentes régions pour nous donner une chance d'arriver à faire tout ça. OK. C'est sûr que travailler en OBNL, ça veut dire travailler avec les autres dans bien des cas aussi. Explique-moi, là, comment on arrive à devenir DG du Réseau des femmes en environnement? Ton parcours, c'est quoi? C'est ça, en fait. C'était pas les plans. C'était pas mon plan. Je te confirme qu'il y a peu de DG que c'est dans leur plan. Donc, moi, j'ai étudié en communication, en animation culturelle, qui s'appelle maintenant, qui a un autre titre, mais en tout cas, donc à ce moment-là, beaucoup... oui, de vouloir organiser des projets, des événements. Puis à un moment donné, la valeur environnementale a pris de plus en plus de place. Puis j'ai retourné aux études, dans le fond, pour vraiment travailler à temps plein. Pas juste faire des petits gestes à la maison, mais m'investir dans cette cause-là à temps plein. Donc, retour aux études, travail dans un autre organisme. Peut-être certains connaissent Culture à partager. Donc, Okay. il donne une 2e, 3e vie aux livres usagés. Okay. Et puis, après ça, naturellement, j'ai vu passer une offre d'emploi, puis j'ai dit, ça y est, c'est ça.
OK. À ce moment-là, c'était pour organiser un colloque international sur les liens entre la santé et l'environnement. Puis vraiment, c'est venu me chercher. Puis même les gens m'appelaient à la maison en me disant « Tu devrais appliquer là-dessus. » OK. Donc, j'étais engagée à ce moment-là comme chargée de projet, pas comme directrice. Comme on était 2 employés, à un moment donné, j'ai proposé de prendre la direction, puis donc d'élargir un peu. L'offre de service aussi, oui. c'est même. Hein? Oui, oui. On part de 2, on tombe à 5, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau en quelque part. Ça s'est pas fait comme ça. Non? Ça n'a pas été linéaire, notre J'imagine. affaire. Ça a été comment? Des hauts et des bas. OK. Ouais. On monte l'équipe, on redescend l'équipe, on remonte l'équipe, oui, on redescend l'équipe. Exactement. Et puis là, on a la chance d'être dans une belle période pour notre équipe, mais une belle période pour la cause aussi. Tu sais, on parle d'environnement partout. Je veux dire, on n'a pas autant à convaincre les gens avant de pouvoir les aider là-dedans. Okay. Avant, il fallait expliquer pourquoi il y avait besoin de nous. Oui, mais on s'entend qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. Pas tant sur la communication que sur le changement des habitudes. Parce que c'est au-delà, on s'entend que les défis environnementaux sont énormes. Sont à la fois énormes, puis à la fois complexes du fait que c'est tous et chacun, puis c'est petite habitude par petite habitude. Tu sais. Oui. Il y a assez de gens qui ont de la misère à arrêter de fumer ou arrêter de manger du sucre. Là, on leur demande d'arriver d'autres éléments. Parle-moi un petit peu des différentes offres de services, là, un petit peu plus dans le détail de ce que vous faites pour qu'on ait une meilleure idée de ce que peut représenter ton quotidien. Bien, c'est ça. Dans le fond, je suis directrice, comme n'importe quel directeur, directrice d'OBNL, mais aussi, je donne un coup de main dans l'offre de service. Donc, comme tu disais, une organisation de 5, tu dois avoir les mains dedans. Vraiment. Donc, on donne de la formation, on fait du service conseil. Comme tu le mentionnais tout à l'heure, on organise un concours. Moi, j'ai bien de la difficulté à ne pas m'impliquer là-dedans. Je trouve tellement que c'est un beau projet. Donc, on organise des activités pour nos membres. Tu sais, dans le fond, comme n'importe quel organisme comme ça qui regroupe des membres, on essaie de les faire se rencontrer, leur offrir, il y a des espaces publics, des réseaux sociaux, un bulletin d'information, tout ce même genre d'activité. Ton organisme est à la fois une association professionnelle, oui, à la fois un organisme militant au sens léger du terme. Parce que c'est des changements de vie que vous amenez. Oui, mais on ne va pas dans la rue avec des pancartes, par exemple. Non, mais vous devez prendre des positions sur certains éléments quand on vous le demande. Pas tant que ça? Pas tant. On n'est pas un organisme militant. On est un organisme vraiment plus de formation puis d'accompagnement dans le changement de comportement. Puis pourquoi tu as choisi l'OBNL plutôt que de travailler dans le privé? Parce qu'il y en a des gens qui font de l'environnement dans le privé. Je connais des consultants, il y a plein de choses qui sont faites dans le privé, et puis de plus en plus aussi. Là. Oui. Est-ce que je l'ai vraiment choisi? Vas-y, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Bien, mon premier emploi, c'était dans une entreprise privée. Puis ensuite, c'est ça, ça a été 2 OBNL. Peut-être que c'est la mission qui m'a attirée. OK. Oui, probablement plus ça, mais OBNL, entreprise, Moi, je pense que c'est beaucoup les gens qui forment les équipes qui font la différence. Je pense que j'ai besoin d'être dans une équipe où les gens s'entendent bien puis vont dans la même direction. Donc, si c'est ça, ça me convient. Oui, on s'entend que c'est plus facile d'avoir un but commun dans un OBNL qui n'est pas nécessairement une vocation privée ou... Peut-être. C'est pas toutes les entreprises privées qui ont le profit absolument en place, mais on s'entend que... D'ailleurs, OBNL dit limousine, gros salaire, valet. Comment tu vis à travers... Pour plusieurs, il y a des sacrifices à faire par rapport à travailler dans le privé. Comment tu vis là-dedans? Puis c'est quoi tes raisons qui te gardent motivé à travailler aussi fort? Parce que je sais que tu dois faire plus que ton 25 heures par semaine. Oui, il n'y a pas de limousine, ça c'est sûr. OK. Avec le temps... Surtout en environnement. Oui, c'est ça. Avec le temps, puisque ça va bien, notre situation, notre organisme, c'est sûr qu'on a bonifié aussi les conditions salariales ou les conditions d'emploi de notre équipe. Donc ça, moi, j'ai la chance que dans notre OBNL, au sein du CA, c'est une priorité. Vraiment d'avoir des bonnes conditions pour les employés. Mais on s'entend que probablement qu'ailleurs, ça pourrait être un salaire plus élevé, etc. Mais c'est pas juste... C'est pas juste le salaire, hein? C'est vraiment pas juste le salaire. Moi, je dirais qu'il y a 2 autres éléments là, qui font la différence. Peut-être pour moi, oui, mais pour les membres de l'équipe aussi, c'est le fait de travailler pour une cause qui nous tient à cœur, premièrement. Puis deuxièmement,
on a d'autres avantages. Je pense qu'un des sujets dont tu voulais me parler éventuellement, c'était peut-être la conciliation travail-famille. C'est dans la liste. Travail, conciliation, vie personnelle, on a appelé ça comme ça parce que ça peut être toutes sortes de situations personnelles. Nous, c'est une priorité, vraiment. Puis les employés, dès qu'elles sont engagées, puis même avant d'être engagées, elles le savent. Tu as mis un E à employé, je viens de l'entendre. Tu l'as entendu? Je l'ai entendu, le E. Donc, vous êtes une équipe de filles? Principalement, oui, mais c'est pas exclu. Pas exclu, non, mais actuellement, c'est actuellement, le cas. oui. C'est ça, OK. Parce que c'est très souvent le cas en OBNL de retrouver majoritairement des femmes. Là. Oui. Mais donc, pour plusieurs, c'est vraiment important cette conciliation-là, qu'elles aient des enfants ou non, de pouvoir se bâtir notre horaire, de pouvoir s'absenter s'il y a une situation X. On s'est vraiment bâti des conditions agréables dans la mesure de ce qu'on peut faire. OK. Mais ça amène aussi, tu dois avoir des défis comme gestionnaire avec les remplacements de congés de maternité, parce que tu as dû en avoir quelques-uns. Comment tu gères ça? Tu as eu les tiens aussi. Sur 16 ans, tu en as eu 3. Fait que comme DG, comment on se prépare? Comment on prépare l'organisme? Puis comment on revient dans un congé de maternité? Oui, moi, j'ai pas eu... Non, hein? Non. J'ai pas... Parmi les employés, sauf moi, on n'a pas eu tant de congés de maternité que ça, mais c'est vrai que les miens, ça a eu un impact sur l'organisme. Puis c'est pas toujours évident. Puis surtout quand on est précaire financièrement à certaines périodes de la vie de l'organisme, de recruter quelqu'un puis de lui dire, écoute, c'est juste pour tant de mois, puis le salaire, c'est juste ça, puis c'est pas très motivant pour recruter des gens. Donc, on a fait des erreurs là-dedans. Comme? Pas les erreurs, mais qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? Oui. Choisir la bonne personne pour le bon poste, pas juste parce que quelqu'un est déjà en poste ou puis peut-être valider certains points qui nous semblent les plus pertinents, par exemple la gestion financière. Ça, c'est pas optionnel. C'est obligatoire. Donc, c'est des situations que ça crée. Puis quand on revient, puis qu'on voit ça, des fois, c'est un petit peu décourageant, mais on se relève les manches, puis on continue. On continue. Ben oui. Quand tu es arrivé en poste, tu ne pouvais pas être bonne dans tout. Non, je ne le suis pas encore. Je ne le suis pas encore. C'est quoi ton processus d'amélioration sur ce que tu considères tes faiblesses comme DG? Qu'est-ce que tu fais pour t'améliorer? Moi, c'est drôle, je pense à ça, là, puis je me dis que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est des personnes sur mon conseil d'administration. Parce que, je ne sais pas en général, mais nous, on a 9 personnes. C'est 9 personnes très différentes. Puis j'ai eu la chance qu'il y en ait là-dedans qui me poussent vers l'avant, dans le sens de poser des questions, puis de dire, bien, écoutez, moi, je pense que ça serait bon qu'on ait tel outil. Puis là, on développe des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire pour vraiment que l'organisme soit plus performant ou plus efficace. Puis donc, moi, ça me pousse à apprendre des choses puis à travailler autrement. Okay. Donc, je pense que c'est un peu ça. Est-ce que tu as un programme de formation continue? Est-ce que tu as un budget de formation que tu utilises ça, ici? On s'est voté ça. On s'est donné maintenant un outil qui est notre politique des employés, notre politique de gestion des ressources humaines. Puis là-dedans, il y a un budget formation qui est voté, même si on n'a pas l'obligation légale. Là. Nous, on s'est donné cette obligation. Je pense que de plus en plus, c'est plus une obligation morale. Pas morale au sens moral du terme, mais c'est que si on ne le fait pas dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, puis dans un contexte où il y a besoin d'efficacité puis d'amélioration d'utilisation des ressources, on n'a pas le choix c'est ça. d'en faire part. Est-ce que dans la portion budgétaire, tu as beaucoup d'accompagnement? As-tu des consultants? As-tu du coaching? Comment tu vis les affaires plus pointues où tu n'as pas ton membre de CA, là, puis là, tu as des affaires, tu dis, écoute, là, on a besoin d'aide. On a, comme on mentionnait tout à l'heure, dans le fond, nous, on a l'équipe bureau, on a des contractuels comme ça, puis on a entre autres une contractuelle qui est notre super Monique. OK? Super Monique. Monique, si t'écoutes, t'es une super Monique. Elle sait. Elle le sait. Ah, on aime ça. Donc, on a super Monique qui est là aussi depuis 16 ans. Okay. Et puis donc, elle, dans le fond, nous, on fait des opérations comptables régulières. Elle vient nous corriger. Elle vient régler les problèmes peut-être 4 fois par année. Puis ensuite, il y a la vérification comptable là, par un comptable. Office de contrôleur, mais sur un plus petit budget. Oui, on s'entend. Vraiment. Puis ça fait toute la différence. D'avoir quelqu'un qui a un œil externe puis qui vient voir les problèmes.
Donc, pour nous, c'est suffisant, là. On n'a pas une personne à la comptabilité à l'interne, c'est trop une petite équipe. Tu parles de finances, puis tu as parlé de plusieurs projets. Je me doute, là, c'est une hypothèse, puis tu me diras si tu me le confirmes. Tu dois avoir une partie de ton financement qui est beaucoup à projet par rapport à un financement qui est support à la mission. Bien, nous, le support à la mission, c'est tout nouveau. Ça fait même pas une année qu'on a un financement à la mission. Donc, oui. Donc, ta stabilité de financement, elle doit être dure à gérer d'une année à l'autre, du fait que c'est projet par-dessus programme. Parce qu'on n'a pas eu de financement statutaire vraiment, on a dû développer de l'autofinancement. Okay. Donc, nous, on est plus de type économie sociale depuis plusieurs années. Donc, est-ce que vous considérez dans le réseau de l'économie sociale? Oui. Est-ce qu'on est proche de ces instances-là? Pas assez, c'est sûr, on manque de temps. Mais c'est vraiment... Oui, clairement. Puis dans le fond, on a un projet qui existe depuis 12 ans maintenant, donc le Conseil québécois des événements éco-responsables. Ce projet-là a eu du financement sur 3 années. L'Auto-Québec à l'époque? Non, Fonds d'action québécois en développement durable. Puis depuis ce temps-là qu'on est autonome financièrement dans ce projet-là. Okay. Donc vraiment, on a développé des services, des produits pour développer l'autofinancement, ce que d'autres organismes du même type que nous autres qui ont eu du financement statutaire ont moins eu à développer et donc l'ont fait plus tard. Donc nous, c'est un mal pour un bien. On a été obligé de développer ça il y a longtemps. Donc, on a cette offre-là qui nous assure des revenus, une partie de revenus stables, ce qui fait que quand on a eu une période plus difficile, bien, on a pu quand même assurer un poste à temps plein et des contractuels. Là, Puis, il ne faut pas se le cacher, en même temps, ça te donne une pertinence dans ta mission supplémentaire aussi, parce que les revenus correspondent à des services qui correspondent à des besoins. Là. Oui. C'est pas de l'argent que vous avez inventé, c'est juste des besoins que vous avez comblés. Oui. Puis ça, je trouve ça important de l'illustrer parce que les besoins sont souvent là, mais on n'a pas la créativité ou on n'a pas le geste. Tant qu'on n'a pas besoin. C'est parce que souvent, c'est qu'on va le faire quand on arrive dans le besoin, oui. Non pas parce qu'on a une mission puis on a quelque chose à développer. Mais il faut développer ce réflexe-là. Pour des gens d'OBNL, nous, c'était pas notre réflexe. Donc, il a fallu développer le réflexe de saisir les opportunités. Puis développer l'offre de service de plus en plus en fonction des opportunités sans se perdre dans tout ce qu'on aurait pu faire. Effectivement. Puis sans donner l'impression d'être une machine commerciale non plus. Bien non, ça, c'est clairement ça. Puis donc, maintenant, on est en train aussi de se voter. On avait complètement arrêté d'offrir des services gratuitement parce qu'on n'avait pas la capacité financière de le faire, c'était pas durable. Mais on a toujours eu des tarifs réguliers et des tarifs solidaires pour appuyer les plus petites organisations. C'est quoi les critères? En principe, c'était les petits OBNL, peut-être les institutions d'enseignement aussi, les individus comme travailleurs autonomes, principalement. Des salaires en fonction du volume d'affaires. Oui. L'autre opportunité qu'on a maintenant, c'est que puisqu'on peut se l'offrir, on va recommencer à offrir certaines formations gratuitement. OK. Pour justement encore plus atteindre notre mission. Là, tu parles beaucoup de produits qu'on appelle en présentiel. Il faut que les gens soient présents. Oui. Est-ce que vous avez une offre de produits qui est plus numérique, webinaire, formation à distance? Oui, on est en train de faire ça. Ça veut dire... Mais justement, un peu des fleurs. L'année passée, j'étais à ton événement. Au colloque des regroupements professionnels. Puis donc, il y avait des présentations là-dessus. Sur la formation à distance. Puis nous, on a aussi une employée qui est là depuis une année, qui, elle, c'est son dada personnel. Donc, effectivement, on parlait de ressources humaines, puis de où est-ce qu'on trouve notre motivation dans un emploi. Bien, pour elle, que je la fasse travailler sur ces dossiers-là, c'est son bonbon. C'est son bonbon. Vraiment. Donc Caroline, on fait des blagues. On dit qu'il faut s'appeler Caroline, travailler au réseau, mais c'est pas vrai. Donc, l'autre Caroline Larocque, elle développe ce volet-là présentement. Donc, aujourd'hui ou demain, on va avoir une toute nouvelle formation disponible en ligne, donc capsules vidéo, quiz, etc., disponible pour nos membres sur le volet plus éco-santé. Okay. Sinon, pour le reste, actuellement, on fait des tests. Pour la partie événementielle, mettons? Oui, bien justement. Exemple, saisir l'opportunité des gens de Belgique qui nous ont écrit et dire « Ah, bien nous, on aimerait ça, la suivre, votre formation. » Bien, on l'a offert à distance, en direct, sur une plateforme, que ce soit Zoom ou autre. Là, dans le fond, on a fait des tests. On l'a fait aussi pour une formation qui s'appelle Éco-Bureau, donc plus les pratiques de bureau responsables. Il y a une association professionnelle qui nous a dit, bien nous, nos membres sont à travers le Québec. Comment on peut gérer ça? On a dit, bien on va... Ce qui est un gros volume
plusieurs... Il y a du monde dans le restant du Québec, là. Effectivement, là... Puis dans le fond, nous, on en donne des formations ailleurs qu'à Montréal, là, mais on nous a demandé ça, on a dit, OK, on l'essaye. Donc, on l'a donné live sur la plateforme, la formation, et puis les gens s'inscrivaient avant, là. Chacun des membres de l'association avait le choix de s'inscrire ou non, payer leur inscription individuelle, suivait la formation, recevait les documents par la suite. On est vraiment en essai-erreur. On n'est pas des spécialistes de ce sujet-là. Il y a des spécialistes. De la formation à distance, oui, mais c'est... La forme, c'est une chose. Le contenu, c'est l'autre chose. Autre chose. Bien, c'est ça. Nous, on s'est dit, on a les contenus, on les rend disponibles. Il faut augmenter le niveau de support qu'on peut donner, puis arriver avec d'autres solutions. Je suis d'accord avec toi, là. Puis ça m'amène une question. 16 ans, là, de quoi tu es le plus fier à date? Ça, c'est dur à dire. Plus fier côté personnel, disons, c'est d'avoir réussi à garder l'équilibre là-dedans. T'sais, mes enfants font un spectacle à l'école, j'y suis. OK? Ça, j'ai réussi à garder ça. Côté professionnel, peut-être les Viva, justement. C'est vraiment... Bien, tout le volet événement éco-responsable, c'est probablement ce dont je suis le plus fière parce que c'est sur ce volet-là qu'on a vu le plus d'impact. J'ai vu le plus de changements de comportement. Est-ce que il y a eu... Moi, je viens du milieu de l'événementiel, tu le sais. J'ai une perception face à l'éco-responsabilité en événement, puis au volet social événementiel, parce que l'environnement, c'est une chose, mais il y a d'autres volets en social en événement, là. Il me semble, puis dis-moi si je corrige, parce que toi, tu as des statistiques, moi, j'en ai pas, c'est une perception. Il me semble qu'on a eu une vague. Oui. Il y a de ça 7, 8, 10 ans. Oui. On a eu un creux. Ah oui. Puis là, on est comme dans un plafond d'adoption. Moi, j'ai eu une époque où dans mes demandes de soumission, on me parlait d'éco-responsabilité, là, je n'entends plus parler. C'est comme si, malgré le bruit médiatique qu'on a, le fait que certaines initiatives ont été très encouragées par des offices gouvernementaux, je parlais de l'Auto-Québec tantôt, l'Auto, SAQ, Hydro, dans leurs demandes puis dans leurs soumissions, il fallait avoir ça. Là, on dirait que ça a retombé. Oui, effectivement. Ce que je vois, c'est des adhésions de promoteurs, de liberté de promoteurs, tu sais, comme le festif, le festivois, là, de donner 2 exemples en festival qui ont des grosses... des mentalités en termes d'économie, en termes d'impact social et environnemental fortes, là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette diminution-là? Puis comment vous positionnez là-dedans pour pas repartir la vague, mais rester positionné à ce que c'est important que toute personne qui travaille en événementiel garde ça en arrière de la tête? Ben, comment je me positionne? Premièrement, j'essaie de ne pas me décourager. Hein? Il faut vraiment que je mise sur les réussites, comme j'encourage les organisateurs d'événements à miser eux-mêmes sur même si c'est des petites réussites, mais de poursuivre, je me fais le même message. J'y vais avec les choses qui vont bien. Le creux m'a fait de la peine, dans le sens où il m'a déçue, mais je le sens plus du tout, le creux. Là où il y a eu du relâchement, maintenant, ça revient partout. On ne le voit pas encore, peut-être pour tout le monde, mais moi, je le sens... Madame, tout le monde. Non, moi, je le vois, je vois certaines initiatives à gauche par à droite. Il y en a partout. En fait, depuis 2019, ça a vraiment été un tournant là, avec toute la médiatisation qu'on a vue partout, des enjeux environnementaux. On dirait que les gens comprennent qu'ils n'ont plus le choix. Est-ce qu'ils savent comment faire? Pas nécessairement, ça, c'est sûr. Mais ils savent qu'ils n'ont plus le choix. Avant, c'était comme un nice to have, hein? On peut dire ça. Oh oui. Puis là, les gens comprennent qu'il faut qu'ils le fassent. Mais tu sais, c'est un peu des fois la panique. On fait quoi? On commence par où? Oui, puis on s'entend que dans le milieu de l'événementiel, la sécurité... Ah oui, passe en premier, là. Bien, pas juste passer en premier. Il y a eu des augmentations des coûts phénoménales depuis 2001. Et puis même dans les 6 dernières années, là, c'est phénoménal. Fait que c'est sûr que le budget qui s'en va à mettre des blocs de béton puis barrer des rues, s'en va pas à faire de la collecte sélective ou à diminuer l'impact des visiteurs, et ainsi de suite. Oui. Mais c'est pas nécessaire que ça coûte quelque chose pour être bon pour l'environnement. OK. Je suis curieux. C'est le fun à entendre. Parce que dans le fond... Parce que c'est souvent le commentaire qu'on a. Ben on oui. pas ça de l'avant, on n'a pas d'argent. C'est ça. Mais tu sais, si on peut réduire à la source, ça coûte rien réduire. Au contraire, on peut faire des économies. Oui, effectivement. Là. Puis comment tu gères ces... Bon, tu as des vagues de financement, tu as des vagues de popularité face à tes projets.
c'est pas linéaire, là. Non. Bien, peut-être une force qu'on a dans notre organisme, puisqu'on travaille sur plusieurs thématiques. Où, bon, le service aux membres, tout ce qui est activité pour les membres, ça, c'est en continu, tu sais. Il y a des périodes plus fortes dans l'année, comme n'importe quel organisme. Quand arrive l'Assemblée générale, bien, on lâche le reste, puis on travaille là-dessus, tout le monde. Mais pour ce qui est des autres projets, puisqu'ils sont diversifiés, on arrive à toujours avoir des dossiers à faire avancer pour lesquels il y a de l'intérêt à quelque part, puis donc on manque jamais de travail. Puis comment tu te protèges, ta santé mentale, là-dedans? C'est un sujet qui, encore là, il commence à... On est dans les initiatives de Cause pour la cause, puis ainsi de suite, là. Encore hier, j'entendais Pénélope qui recevait des gens, des experts en santé mentale à Radio-Canada. Moi, je le vois au quotidien. Je vois énormément de DG qui craquent, d'autres qui se brûlent en boule dans le coin de leur bureau parce qu'ils reçoivent beaucoup de pression. Ça fonctionne dans des cas. Puis c'est ça qui est paradoxal. Des fois, c'est des organismes qui fonctionnent bien, oui. Mais la vitesse à laquelle ça fonctionne, le manque de support, la dynamique de division de pouvoir, on va en parler, là, le pouvoir entre la direction générale et le CA, toutes ces dynamiques-là amènent des enjeux d'anxiété, puis de burn-out principalement. On peut aller jusqu'à l'épuisement par la dépression. Là. Mais comment, toi, là, comment tu gères ça au quotidien? Puis, as-tu des mécanismes de protection? Mécanisme de protection. C'est drôle, et je pense qu'il faut s'écouter. Il faut écouter son corps. À un moment donné, on ramène du travail à la maison. Des fois, la fin de semaine, moi, je dis, bon, je vais avancer tel dossier, comme ça, je ne commencerai pas ma semaine en retard. T'sais. Puis là, j'amène ça. Ça fait juste rajouter sur le lot, là. Tu récupères pas de temps, là. Mais donc, des fois, je ramène des choses à la maison, puis là, je sens que je suis fatiguée, puis là, je me dis, ça va attendre à lundi, puis je rouvre même pas le sac, je le laisse à un endroit dans la maison où je le vois pas. Parce que quand on le regarde, quand on le voit, c'est sûr que c'est de la pression. Donc, je décide, à un moment donné, de dire, là, j'arrête tout et je n'y touche plus. Parce que sinon, si je dis, je vais le faire plus tard dans ma journée ou quelque chose, c'est comme si ça trotte dans la tête puis ça draine de l'énergie. Vraiment, c'est l'expérience, ça, je dirais, qui aide à mieux gérer cette tension, les obligations. Est-ce que ton choix de prioriser travail-famille, de conciliation-famille, t'aide là-dedans oui, par rapport vraiment. à d'autres? Moi, je suis certaine de ça. Qui n'ont pas qui n'ont pas pris cette position-là. Là. Oui. Bien, des personnes qui n'ont pas d'obligation, soit de s'occuper de leurs parents ou de leurs enfants ou de je ne sais pas qui, c'est sûr qu'à un moment donné, bien, si tu as du travail puis tu n'as personne à... Si tu n'as pas une obligation, bien, tu vas continuer à travailler. Moi, si mes enfants m'appellent parce qu'il faut que j'aille avec eux à une compétition de je ne sais pas quel sport, bien, il faut que j'aille avec eux. Je suis obligée de lâcher prise. Tu n'as pas le choix. C'est ça. Donc ça aide, c'est sûr et certain. L'autre chose... C'est inconscient un peu. Peut-être. L'autre chose que je dis aussi aux employés du réseau, c'est on n'est pas des chirurgiens cardiaques. Oui, ce qu'on fait, c'est super important, mais si on ne fait pas ce qu'on devait faire aujourd'hui puis on le fait demain, quel est le plus gros impact? T'sais, parce que tout ce qu'on fait, c'est important. On s'entend, on est toutes des filles super passionnées puis qu'on veut que nos dossiers avancent puis tout ça, mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Puis comment ça se gère avec ton CA? Bien, c'est sûr qu'un CA, c'est pas un CA, hein? Okay. C'est des personnes. Tu as combien d'administrateurs? 9. 9? Puis dans le fond... leur provenance, c'est quoi? Tous des profils très différents. Là, actuellement, j'en ai une qui est là depuis la fondation de l'organisme. Okay. Ça, c'est hyper précieux. On en a une qui est là depuis à peu près en même temps que moi, 16 ans. On en a une qui est là peut-être depuis 13-14 ans. Okay, puis les autres sont assez nouvelles. Mais les autres sont assez nouvelles. Encore un E, la nouvelle S. Oui. Et puis donc, comment ça se gère? C'est sûr qu'il peut y avoir des fois, il y a des CA où il y a plus de cohésion. Puis des fois, il y a des CA où il y a des personnes qui sont un peu divergentes, disons, où il y a des expériences différentes, des provenances qui font qu'ils ont des attentes, des personnes qui n'ont pas d'expérience dans le conseil d'administration. On a déjà eu une personne qui avait un problème de maladie mentale qu'on n'avait pas, qui a été votée puis qui était membre du conseil d'administration. Donc, il y a eu toutes sortes de situations à gérer. Comment tu trouves ça? Là, ça fait 16 ans que tu fais une gestion partagée. C'est un peu ça, là, entre un CA et une direction générale. Parle-moi donc des outils que tu as développés pour avoir une bonne relation puis t'assurer que ça reste efficace.
Je pense que ça peut toujours s'améliorer. Puis on a fait un sondage. Pour la première fois, l'année passée, on a fait un sondage auprès de nos administratrices, un sondage anonyme, où on leur a posé plein de questions sur le fonctionnement, l'impact qu'elles sentaient qu'elles avaient, etc. Puis pour vraiment venir voir qu'est-ce qui restait à améliorer. Puis il reste encore des choses à améliorer. Les outils, bien, faire des rencontres régulières, les tenir au courant des gros dossiers. On a un espace, un intranet, où tous les documents sont disponibles, elles peuvent y avoir accès en continu. Il y a au moins, bien, les signataires, tu sais, c'est toujours au moins 2 signataires sur 3. Tu es inclus dans ces... Oui, oui, ça aide beaucoup. Président, trésorier, DG, souvent. Souvent. C'est le trio infernal, là. On parle de finances. C'est le trio infernal. Là. Des fois, ça peut être la personne qui est à proximité aussi du bureau. Ça peut être pratique d'avoir quelqu'un qui est facilement accessible. Surtout si c'est un membership qui est national. Ouais. Puis depuis qu'on a les transactions en ligne, et que ça nous facilite la vie. Pas obligé de courir après les signataires. « Oh, j'ai un dernier petit chèque à te faire signer. » On fait ça en ligne, puis ils peuvent faire ça le matin, le soir, quand elles veulent. Est-ce que là, vous êtes dans un modèle de travail qui est dans un bureau? Oui. Toute la gang, on commence à 8 heures à... Non. Non? Non. Parle-moi de votre méthode de travail. Non. Beaucoup de télétravail. Beaucoup de télétravail? Beaucoup. Mais vous avez quand même un endroit fixe pour opérer? On a un bureau où on peut être tout en même temps, mais évidemment, quand on est toutes là, des fois, on est moins efficace parce qu'on se parle. Le télétravail vous rend plus efficace? Parfois, pour certaines tâches. Donc, dans le fond, chacune a un nombre maximal de journées en télétravail et puis la plupart l'utilisent. Il y a une employée qui préfère être au bureau. Donc, elle est à 95 % du temps au bureau. Donc, elles sont amenées à prendre des décisions pour elles-mêmes, comment elles pensent qu'elles travaillent le mieux, toujours dans le respect du travail en commun. On a plein d'outils, on a un espace partagé pour du partage de documents, on a un chat, on a tous les outils pour se voir en direct, pour faire des mini-rencontres à n'importe quel moment de la journée. Des fois, bon, hey, on se parle-tu 5 minutes là, pour régler tel point? Donc, on sait donner des moyens pour vraiment arriver à livrer la marchandise. Puis comment, toi, tu fais pour recruter puis déceler que la personne va être bonne en télétravail? Ah, on le sait pas tout le temps. Vraiment. Il faut l'avouer, là. On a déjà fait des erreurs aussi. Puis je pense que les individus ne sont pas toujours capables de... Très souvent, s'ils ne l'ont jamais essayé, ils ne savent pas. Non, c'est difficile. C'est ça. Donc, je pense que il faut être capable d'encadrer les personnes à ce moment-là, se donner des moyens qui ne sont pas toujours les mêmes avec les différentes personnes. Effectivement. Mais entre autres, nous, on a une feuille de temps partagée, donc où chacune entre ses heures, puis on peut arriver à voir dans la journée qui a fait quoi, puis réajuster le tir. Des fois, un suivi plus serré. On voit la gestion qui rentre en ligne de compte, gestion d'équipe. Ouais. Comment tu fais pour prendre du recul, t'inspirer, puis réseauter, puis réfléchir, là, sortir du bureau pour autre chose que travailler? Oui. Ça t'arrive... Premièrement, as-tu la latitude de pouvoir le faire? Parce que moi, je rencontre énormément de DJ qui me disent « j'ai pas le temps », puis c'est secondaire. Je rencontre d'autres DG qui me répondent. Ça me scie les jambes à chaque fois. Mon CA ne veut pas que je fasse du réseautage. Oh là là! Oui, je l'entends parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens puis ils n'ont pas le temps. Ah, oh, il y a toujours des occasions gratuites. Ça, c'est sûr. Vas-y, je suis curieux de t'entendre. Puis tu sais, le but du balado, c'est un peu ça. C'est de donner des exemples. Puis il y a des DG qui ont besoin d'entendre de « Ah, un tel fait ça. Hey, ça va germer une idée. » Parce que les 2 réponses que je viens de te donner, je l'entends régulièrement. Oui. Puis je peux donner des pistes de solutions, moi, mais c'est jamais aussi bon que quand c'est quelqu'un d'autre qui fait le même métier qu'eux autres, qui arrive avec des suggestions. Moi, dans mon cas, c'est comme ça que je fonctionne. Puis personnellement, je pense que prendre un moment en dehors du bureau pour réfléchir, permettre de planifier puis d'avancer, toute bonne organisation qui est moindrement créative ou toute personne qui travaille en créativité va dire que c'est la base. Là. On a la chance d'avoir un partenariat avec La Factory. Puis autant Marie qu'Hélène, dans les discussions qu'on a, c'est de prendre le temps de réfléchir pour créer. Puis créer et innover, c'est pas toujours des idées folles, c'est des fois juste des façons de faire, puis c'est d'amener ton organisation ailleurs. Toi, tu fais comment? Trouver des nouvelles solutions à des situations que tu vis ou des choses comme ça. À chaque fois que j'ai une bonne idée, je suis pas dans le bureau. Ça, j'ai constaté ça avec le temps. C'est bon. Les meilleures idées, je les ai pas eues au bureau, puis je me rappelle très bien, très spécifiquement certains moments, puis même des collègues pourraient te dire là, à quel moment j'ai eu l'idée pour tel projet ou telle
telle innovation. Puis souvent, c'est dans l'autobus quand je suis en direction d'aller donner une formation ou d'aller assister à un événement ailleurs. Puis là, dans l'autobus toute seule, là, soudain, j'ai des idées. Ou maintenant, on a commencé ça parce que je suis membre aussi du CA de MPI Montréal-Québec. Oui. Meeting Planner International, donc une organisation qui rassemble des gens en organisation de congrès, de conférences. Il faut l'expliquer parce que moi, je le sais. C'est pas connu. C'est pas tout le monde qui sait c'est quoi MPI. Là, non? Donc, sur ce CA-là, à un moment donné, on a commencé à faire on a fait une réunion en marchant. Donc, on s'est jumelés par deux, puis on a fait des micro-réunions en se promenant dans la nature, ou peu importe, ça peut être à l'intérieur aussi. Là. Puis on a commencé à faire ça, nous, au bureau. Fait que là, on a une petite discussion à avoir entre deux personnes sur un projet. Bon, on prend une marche. Puis, on prend une marche. Ça peut être 15 minutes, là, c'est pas grave. L'idée, c'est de... Je rencontre tellement de gens qui ont l'impression de perdre leur temps quand ils font ça. Oui. Je trouve ça tellement triste parce qu'on a besoin d'être innovant dans ce qu'on fait, mais il faut se donner le temps de pouvoir le faire. Mais ça fait partie... Moi, je trouve que c'est une question d'hygiène de vie. Aussi. Comme gestionnaire, aussi. On s'entend. L'autre élément, bien, plus jeune, je faisais pas nécessairement ça. T'sais. Ça prend le temps de comprendre les mécanismes. Mais le réseautage, là, moi, il y a un événement dans l'année, je vais là, je passe 3 heures sur place, puis sérieusement, je pense que ça me sauve 80 heures de travail. C'est où que je garde aussi. C'est où que je garde aussi. Mais c'est ça, c'est qu'il faut l'essayer, le réseautage. Il faut aller à différents événements pour voir lesquels sont les plus pertinents pour nous. Puis ça, c'est en fonction de la mission, en fonction du public que tu vas atteindre, tu sais. En fonction de qui tu es comme individu aussi. Aussi? Ah oui, il ne faut pas s'inventer des choses, il ne faut pas s'inventer des qualités. Moi, dans le réseautage, je ne suis pas super bonne. En fait, j'étais pourrie, j'étais super timide, mais j'ai suivi des cours. J'ai suivi des conférences, j'ai écouté des conseils, essayer de se donner des objectifs réalistes, tu sais. Puis à l'autre extrême, des fois, on est trop focusé. On veut quelque chose, fait que les autres occasions, les autres gens qui nous parlent, on est moins à l'écoute. Indirectement, oui. On les vire de bord, des fois. J'ai fait ça récemment en m'en rendant compte plus tard. Fait que ça aussi, c'est des pièges. Il faut être disposé à ça. Là. Puis, faut que Puis si on se sent pas bien, on y va pas, là, ça donne rien. Il ne faut pas se forcer. Oui. Je trouve ça le fun que tu parles de réseautage comme outil parce que l'OBNL, en général, c'est pas une culture de réseautage. C'est pas le milieu des affaires. Puis pourtant, on est dans une obligation de faire de la mobilisation puis de faire du partenariat. Oui. Fait qu'on a besoin d'un grand réseau autour de nous pour arriver à nos fins, mais on vient pas d'une culture où c'est valorisé. Peut-être. Puis comment tu es arrivé à valoriser ça dans ta pratique personnelle, toi? Parce qu'on se croise, écoute, on va se dire les vraies affaires, on se croise régulièrement dans des événements, dans le milieu de l'événementiel, tu es très souvent présente, puis pas toujours comme exposante ou conférencière. Des fois, je vais juste comme ça, assister, apprendre, découvrir. Quand je vais dans un événement puis j'apprends rien, là, je suis vraiment déçue. Puis je le dis. Je sais pas. Bon, mais peu importe. Dans le fond, en général, on apprend toujours quelque chose, on rencontre quelqu'un. Tu sais, une rencontre peut te sauver tellement de temps dans un projet. Là. Les corridors sont des fois plus efficaces que les salles de classe. Vraiment. Donc, comment c'est arrivé? Bien, en vivant des belles expériences, puis en ayant le goût de continuer. Non, effectivement. Comment, à part le réseautage, comment tu sors de ta tour d'ivoire, puis tu sors de ton bureau, puis tu restes en contact avec tes prestataires, puis tu sais, toute mission a une base, là, tu sais, des gens à qui la mission s'intervient directement, là, tu sais, on appelle ça les prestataires souvent. Là. Comment tu restes en contact avec ces gens-là à travers tout ton agenda, puis le nombre d'heures que tu fais? Oh non, moi, ça, c'est prioritaire. Dans le fond, je peux donner un exemple concret. Vas-y. On travaille avec la Coupe Rogers, on est leur consultant en développement durable depuis je ne sais plus combien d'années, 8-9 ans. Et puis, donc, on a une employée de l'équipe qui est toujours sur place pendant plusieurs mois pour s'occuper d'organiser le plan de développement durable, tout ça. Donc, il y a cette personne-là, il y a un responsable des bénévoles, il y a les bénévoles qui sont sur le terrain, qui expliquent aux gens où mettre les bonnes matières dans les bons bacs, recyclage, compostage, tout ça. Puis moi, chaque année, j'y vais. Puis je vais avec les bénévoles, puis je jase avec eux autres, puis on discute de ce qu'ils vivent, leur réalité, tout ça, parce que pour nous, c'est là qu'on trouve nos suggestions d'amélioration pour l'année d'après. C'est sûr que nous, on a les yeux de spécialistes, de voir qu'est-ce qui ne va pas dans le système, puis qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis quel serait l'affichage, ou je ne sais pas trop. On a plein d'idées. Mais les bénévoles sur le terrain ou les personnes qui ont les mains dedans, là, c'est eux autres qui savent qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Fait qu'il faut se coller.
à ces gens-là. Je vais te parler d'un terme à la mode, puis je suis curieux de t'entendre, la mesure d'impact. Oui. Moi, je travaille avec un modèle d'évaluation des pratiques sociales qui s'appelle le MEPS depuis quand même longtemps, en événementiel, en attraction. J'ai parlé avec d'autres gestionnaires dans d'autres domaines plus communautaires. Il y a il y a le TIES qui a lancé plusieurs modèles. Il y a un répertoire que la Fondation Bombardier a sorti, pas un répertoire, un outil où les différents modèles sont impliqués. Personnellement, je trouve que les gens n'ont pas assez conscience de ce qu'ils font puis ce que ça donne comme résultat et ne l'intègrent pas. Oui. Où tu te situes par rapport à mesure d'impact puis sur l'utilisation d'outils ou la reddition de comptes ou comment vous gérez ça, vous autres? Bien, ça, c'est un volet où j'aimerais qu'on s'améliore. OK. C'est candide de le dire, puis c'est parfait. Puis effectivement, moi, je trouve qu'il y a des guides, mais ils sont trop volumineux. Tu sais, moi, j'ai été voir ça quand ça sort, ces guides-là, puis je me dis, ça serait super intéressant, mais ça reste dans ma pile j'ai une boîte dans mon courriel, j'ai un espace qui s'appelle « En attente ». Donc ça, c'est quand j'ai du temps, je m'en vais là-dedans, puis là, je défile les courriels, puis j'essaie de faire les choses, mais quand l'outil prend du temps à compléter, si c'est pas une priorité, bien, il est toujours laissé de côté. Donc, nous, on s'est donné des indicateurs, oui, financiers, mais aussi de nombre de personnes qu'on rejoint, de quantité de gaz à effet de serre. Est-ce que ces indicateurs-là, c'est des indicateurs qui sont demandés par les bailleurs de fonds ou c'est une régie interne d'évaluation de ce que vous faites de bien? Il y a les deux. Il y a les deux? Il y a les deux. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin là-dedans, notamment sur la mesure de changement de comportement. C'est bien beau de donner une formation puis d'envoyer un formulaire d'évaluation tout de suite après. Puis les gens disent oui, on est content, on est content. OK, mais 6 mois après, 1 an après, 2 ans plus tard, qu'est-ce qui reste de ça? C'est la continuité du processus qui est le problème aussi dans bien des cas. Là. Donc, on est rendu là. Vous êtes rendu là. Oui. Fait que c'est dans ton plan stratégique. Oui. Oui. Parle-moi un peu justement de ton exercice de planification stratégique à l'interne. Oui. Est-ce que pour toi, c'est un outil important? C'est quelque chose de secondaire? Non. Non, très important. C'est très important. Par contre, on n'est pas des spécialistes de ça. Donc, on peut, on l'utilise à notre façon. C'est sûr que premièrement, tu as un CA qui a un exercice à jour. Oui, bien à jour. En fait, on a décidé, on a fait un gros exercice il y a, mon Dieu, ça doit faire 4 ans, 5 ans. Et puis, nous, on fait un lac à l'épaule à chaque année, donc vraiment une grande réunion où l'équipe bureau, le CA, même les observatrices, on a des observatrices sur notre conseil d'administration, donc tout le monde est invité. Et puis, on se fait une grande réunion où est-ce qu'on discute justement de où on en est, où on s'en va. Des fois, on a des présentations de résultats. On avait une contractuelle l'année passée qui a fait une grande étude pour nos 20 ans sur ce que les membres attendent de nous, l'impact qu'on a eu sur elles, etc. Donc, on a eu cette présentation l'an passé au lac à l'épaule et on a pris la décision que, dans le fond, de ne pas refaire une nouvelle planification stratégique, même si la dernière venait à échéance, parce qu'on s'est dit, on est encore très bien aligné. Donc, poursuivons dans cette lancée-là. Dans la continuité. Oui. Et cette planification stratégique-là, elle est axée principalement aux services ou aux besoins de l'industrie? Parce qu'il y a différentes façons de le faire. Très souvent, on le fait en se regardant, puis qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on fait de bien, puis on continue. Ou est-ce qu'on est plus dans une optique de dire comment le marché se passe, puis il va falloir s'adapter au marché? Aussi, par exemple, nos membres nous ont vraiment exprimé le besoin d'avoir accès. Qui sont tes membres? Bien, c'est des femmes qui travaillent, qui s'investissent, qui s'impliquent en environnement. Donc, là, moi, je suis pas bonne dans les chiffres. Je m'excuse, mais on doit être autour de 400 membres actuellement. On a déjà eu 500, mais il y a tellement d'organismes. C'est dur de... Les gens vont pas payer des cotisations à plein. Des hommes qui sont membres? Oui. Okay. Puis on a des formateurs qui sont des hommes, puis on a plein de spécialistes de toutes sortes de domaines qui sont impliqués sur nos comités aviseurs aussi, là, évidemment. Parfait. Je pose la question parce que j'ai eu des discussions avec des gens du réseau des femmes d'affaires, puis il y a beaucoup d'hommes qui sont intégrés dans les activités. Vraiment. Et ainsi de suite. Là. Ouais. Puis, mais donc, tu sais, est-ce que... Vas-y. Oui, il faut s'ajuster à la réalité qui change. Ça, c'est sûr et certain. Puis aussi aux besoins qui nous sont exprimés. Question qui tue, comme dirait Guilla. Ton allégeance est à l'environnement ou à l'événementiel? À l'environnement. À l'environnement. Oui. Puis dans tous nos projets, la cause qui pour moi est la plus importante, c'est vraiment les liens santé et environnement. C'est des sujets qu'on ne parle pas assez,
Puis nous, on a la chance de travailler avec vraiment des spécialistes, là, des chercheurs. Et puis, c'est pas jojo, là. C'est pas juste les changements climatiques, là. Bien, on le voit moins ici, mais quelqu'un qui va en Inde ou en Chine le voit très rapidement parce qu'il voit rien. Il y a des gens que je connais qui viennent... La qualité de l'air. La qualité de l'air est comme... Tu vois pas l'autre bord de la rue parce qu'il y a un brouillard, principalement en Inde, là. T'étouffes en sortant de l'avion, puis c'est pas parce qu'il fait 32 puis c'est humide, là. C'est pas comme aller dans le sud, là. C'est vraiment parce que c'est pollué, là. Peut-être qu'on est gâté ici, puis... D'une certaine façon, fait qu'on voit pas l'impact direct. Non, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment le projet qui est le plus important pour moi, mais on n'a pas nécessairement des financements à la hauteur de ce qu'il y aurait à faire. Je suis curieux, d'ailleurs, ouais, c'est ça. Est-ce que on associe beaucoup l'intervention environnementale à une responsabilité gouvernementale en termes de financement? Il existe quelques fondations, TD, entre autres, ou autres. Mais l'individu, lui, c'est son rôle financier dans l'intervention environnementale. Parce que présentement, ta structure d'OBNL, c'est pas un organisme de bienfaisance. Là. Non. Tu ne vas pas lever de l'argent pour accomplir une cause environnementale. Non. Ton financement, il n'est pas individuel. Individuel, non, sauf pour les personnes qui sont membres, là, qui deviennent membres. Tu as les participants aux activités, aussi, ça, c'est une chose. Aussi, oui. Mais tu n'as pas de dons. Tu ne Non. reçois pas de dons, tu n'as pas d'opération de sensibilisation qui amène de l'argent. Non, on a fait des campagnes pour recevoir des dons, puis on ne fait pas pitié comparé à l'EUCAN ou je ne sais pas quoi. Tu sais, je veux dire, il y a toujours une cause plus mais il y a beaucoup de touchante. causes environnementales qui vont recevoir des dons. Aussi. Mais dans le fond, on a choisi d'aller vers autre chose. On a choisi de se financer autrement. Par exemple, vendre des formations qui nous permettent de, dans le volet santé, là, donc on vend des formations, puis ça nous permet d'avoir des financements disponibles pour faire des capsules de sensibilisation qu'on met disponibles, nous aussi, sur notre chaîne YouTube. Et puis, donc, ça permet de... inventé, hein? Ça nous permet de rejoindre beaucoup plus de monde qu'en présence. On offrait des formations, ça s'appelle Mon éco-santé au quotidien. On avait, tu sais, des fois 8 personnes dans la salle, puis là, on était découragés. On sort notre première capsule vidéo, 2000 personnes de même qui la voient, tu sais. Ouais. C'est pas du tout la même chose, suivre une formation puis regarder une petite capsule vidéo, mais quand même, des fois, on se dit, il faut faire les deux. Faut prendre les deux voies pour rejoindre. Tu l'as vu, tu parlais du colloque l'année passée. On a mis des contenus vidéo de toutes les conférences. Oui. Notre forum sur le bénévolat, tous les contenus sont disponibles en ligne. Le colloque qui s'en vient au mois de février va être la même chose, va tout être les contenus en ligne. Ça ne diminue pas la qualité du produit événementiel, puis ça fait juste augmenter la portée du message, là, de faire du vidéo. Là. Je pense que c'est bon de faire les deux, puis ça donne... une visibilité au message qui, surtout dans des clientèles qui rajeunissent, va chercher des nouveaux types de visionnement qui n'auraient pas été dans l'imprimé ou qui n'auraient pas été dans un support plus traditionnel qu'on a. Puis c'est étonnant des fois. Hier, on a fait une publication sur notre compte Facebook, puis hier ou avant-hier, puis ça a été repris partout. C'était des chiffres, c'était des statistiques qui n'avaient pas été beaucoup vues ici. Puis là, dans le fond, c'est d'avoir le flair pour détecter qu'est-ce qui va toucher les gens, qui va les informer, puis qui vont avoir envie de reprendre, tu sais, puis de partager à leur tour. Ouais, qu'est-ce qui rend le contenu intéressant? Oui, aussi. J'ai un fonds touristique en moi, tu es dans le milieu. J'aimerais ça que tu me parles du rôle de l'écosystème touristique, donc ATR, ATS, Association touristique sectorielle, Association touristique régionale, tout l'écosystème, l'Alliance au Québec, tout ça, dans le rôle du tourisme durable. Parce qu'on a beaucoup de gens dans les OBNL qui sont en tourisme, il ne faut pas se le cacher, là, tant au niveau des attractions, des festivals, c'est vrai aussi. Là. Fait que, puis tout l'écosystème, ce sont des OBNL, les ATR, ATS dont on vient de parler sont des OBNL. Là. Oui. Puis on entend parler de tourisme durable, mais il me semble que c'est nulle part présentement. Ça va peut-être changer. À part en événementiel, parce que vous prenez la place en événementiel, mais je regarde du côté des pourvoiries, je regarde du côté des attractions, je regarde du côté d'autres types d'interventions touristiques. Puis le tourisme durable, on n'entend pas encore parler ici. Non, depuis, c'est pas assez, du moins. Oui, non, pas assez, mais quand même, depuis les 2 dernières éditions du Gala Excellence Tourisme, il y a un prix en tourisme durable, ce qui avait plu. Il y avait eu
déjà une catégorie avant. Il y avait eu le creux, comme tu disais. Il y avait une catégorie qui était associée aux attractions uniquement. Là, la catégorie est ouverte à tout le monde. C'est ça. Mais il y avait eu un creux. Ouais. La chose Il faut souligner ceux qui ont gagné cette année aussi. C'était qui cette année? C'était un restaurant qui avait... Maison Boire. Maison Boire. C'est vraiment un beau dossier. C'est un très beau projet de projet de vie en soi. Excusez-moi, c'est parce que je suis membre du jury, puis je lis tous les dossiers, puis à un moment donné, je viens mélanger. Ils sont tellement extraordinaires. Donc, il y a cette catégorie-là, mais il y a aussi que tous les candidats de toutes les catégories, dorénavant, doivent répondre à des questions de développement durable. Ça avait été le cas avant, ça avait été laissé de côté, c'est revenu depuis les 2 dernières éditions. Okay. Et puis, ça joue un rôle dans la sélection des autres candidats. Parce que les jurés sont informés que à compétence égale, c'est pas ça, là, mais à candidature égale, l'organisme qui a des actions de développement durable doit gagner. Okay. Et puis, ça a fait une différence dans certains lauréats des 2 dernières années. D'un autre côté, on a un ministère du Tourisme qui a une nouvelle initiative qui va impliquer beaucoup plus de développement avionique dans le tourisme des régions éloignées, là, le nouveau projet. C'est-tu du tourisme durable ou ça n'en est pas? Puis, je suis curieux de t'entendre, là. Tourisme durable, ça peut être très, très large, hein? On en parle beaucoup ces temps-ci dans les médias, puis on parle aussi de surtourisme, ça fait partie de ça aussi. On n'est pas dans le surtourisme au Québec encore. À part des fois, Terrasse du Frein à Québec, puis le Vieux-Montréal, ça peut être un peu surtouristique là, quand tu n'es plus capable de te déplacer, mais on n'est pas des États comme à Venise ou à Copenhague. Non, non, non. Mais c'est ça, j'ai vu un article là, justement passé, j'ai pas eu le temps de le lire, mais c'est ça, ça apporte aussi des bienfaits, le tourisme, il faut se le dire. Donc, il faut le faire de façon responsable, puis peut-être se donner ses propres limites aussi. Comme société aussi. Oui, comme société, puis comme individu. Puis je pense qu'il faut arriver dans une... Parce que là, on a les extrêmes. On a un tourisme en région qui se développe excessivement motorisé, motoneige, bateau en pourvoirie, disponible en avion. Puis on a une clientèle qui est plus dans les grands centres urbains, qui est plus proche du Bixi, puis du tourisme à trottinette aussi. Fait que c'est comme si on avait des grands clivages dans la façon de voir aussi l'intervention touristique. C'est la même chose. Je pense qu'il faut le responsabiliser, le touriste aussi. Lui dire que... Parce que comme les participants, comme les festivaliers, en fait, souvent, on pense que parce qu'on est dans un festival ou un événement, bien, on va juste lancer notre verre n'importe où, puis c'est pas grave. Alors qu'à la maison, peut-être qu'on fait les bons gestes. Donc, je pense qu'il faut responsabiliser les personnes, puis leur dire que peu importe l'activité qu'on fait, si on est à la maison, au bureau, en loisir, on peut poser les bons gestes, à condition que les installations soient là, évidemment. J'ai une dernière question pour toi avant qu'on termine. Tu rencontres un ou une DG qui rentre en poste. C'est quoi ton plus grand conseil pour une personne qui arrive en poste comme DG? S'outiller. Comme? Vraiment, continuer à se former, comme on l'a mentionné. Se donner des bons outils de suivi. Pas nécessairement aussi réinventer la roue. S'il y avait déjà des bonnes pratiques en place, vraiment examiner ce qu'il y avait qui fonctionnait bien, puis peut-être essayer de les mettre à notre main, là, mais utiliser ce qui est en place qui fonctionne bien, travailler graduellement à se doter de ce qui nous manque. Pas hésiter à demander de l'aide. C'est drôle, hein, mais... C'est pas drôle. C'est malheureusement... je trouve ça intéressant que tu le mettes de l'avant. Moi, j'ose. Maintenant, là, j'ose. Puis j'appelle des gens, puis des fois même, c'est des personnes que je connais pas depuis si longtemps, puis je leur dis, écoute, moi, je suis en train de développer comme la politique de ressources humaines. J'ai vraiment fait appel à des organisations qui me semblaient avoir des valeurs similaires. J'ai dit, est-ce que vous en avez une? Puis est-ce que vous accepteriez de la partager? Prochaine fois, le comité sectoriel de main-d'œuvre en économie sociale. Tu es en économie sociale, CSMO ont des beaux outils au comité sectoriel de main-d'œuvre. L'autre, à un moment donné, on a su que tel organisme n'avait pas d'outils de suivi financier. Bien, moi, j'ai osé les appeler et dire, écoutez, moi, j'en ai un. Ça vous intéresse-tu que je vous l'envoie comme ça? Juste cadeau. Si ça peut vous aider, allez-y. Une directrice que je connais bien, une fois, j'ai dit, écoute, tes documents sont tellement beaux, comment tu fais? Tu n'as pas de graphiste à l'interne? Puis là, elle m'a partagé sa ressource qu'elle connaissait. Tu sais, vraiment, des fois, c'est juste oser poser la question. On vient au réseautage. Oui. On vient pas au réseau. réseauter pour vendre ses affaires. Non. On vient au fait de se constituer des gens sur qui
on peut aller chercher des choses et en donner aussi. Oui, oui, oui. C'est donnant-donnant. Puis ça, les gens le sentent tout de suite. Si c'est juste toujours de prendre, ils vont peut-être être moins ouverts à partager. Mais si c'est à deux sens, les gens sont hyper généreux. Bien, tu as été très généreuse de ton temps, Caroline. Je te remercie. J'espère que vous avez apprécié découvrir Caroline et toute sa ferveur environnementale. Je voudrais terminer en redisant un nouveau merci au Musée McCord de nous recevoir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère vous croiser dans un événement ou un autre de nos contenus vidéo. Bonne fin de journée.